Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est une présentation que l'on va faire à deux voix avec mon collègue Damien Fage. Une présentation qui se décompose en 4 parties. Première partie, un petit retour sur les travaux de restauration du Drac, les travaux d'aménagement du Drac qui se sont déroulés il y a maintenant 10 ans. Seconde partie, autre solution fondée sur la nature, la restauration de bandes actives au niveau du lit majeur des cours d'eau. Une troisième partie sur l'utilisation des bois morts, des embâcles, pour reconstituer des berges, pour conforter les berges. Et une quatrième partie en fait, qui va concerner tout le suivi hydromorphologique qui est déployé sur le bassin versant du Drac, afin de suivre les niveaux altimétriques des cours d'eau et leurs pentes. Donc les travaux de restauration du Drac, en fait, ils ont trouvé leur origine sur un constat de dysfonctionnement ou d'évolution très défavorable d'un cours d'eau, qui est le Drac. Avec, comme vous pouvez le voir sur la photo, sur le slide, là, la photo aérienne de 1952, où on avait un lit du Drac à fonctionnement à peu près naturel, avec un espace de mobilité assez large, et des tresses qui serpentent au milieu de bancs de gravier. On est progressivement passé à un rétrécissement majeur en fait, de la bande active du lit du cours d'eau, avec un cours d'eau qui s'enfonçait, qui se chenalisait. Donc là, vous avez l'illustration concrète de ce qui s'est passé sur le Drac en fait, lorsque celui-ci s'est enfoncé. En fait. Donc on voit qu'on a tout d'abord la disparition des bancs alluvionnaires, et sous les bancs alluvionnaires, en fait, une épaisse couche d'argile et donc un encaissement du cours d'eau dans le substratum argileux. Vous voyez à droite là l'état initial, en fait, avec la largeur du lit qui est conséquente, et puis ce qui se passe en fait, dans l'état dégradé, où on a une chenalisation, une canyonisation en fait, du lit du cours d'eau. Donc plusieurs causes peuvent expliquer cette évolution défavorable du Drac. D'abord la présence d'anciennes extractions qui étaient là au niveau de Saint-Bonnet-en-Champsaur et puis un peu plus en amont au niveau de Chabot. Donc une pénurie de matériaux transportés par le cours d'eau. Ensuite, un contexte géologique qui est très défavorable et qui est un facteur vraiment très important dans l'explication des dysfonctionnements du cours d'eau. C'est-à-dire qu'on a une géologie argileuse qui est très proche en fait, de la surface. Et l'argile est dure quand il est hors d'eau. Par contre, quand le Drac le découvre et qu'il coule dessus, ça devient un matériau très tendre et très facilement érodable. Voilà, là on retrouve le secteur de référence en fait, qu'on a aussi à l'amont. La présence aussi du plan d'eau du Champsaur, en fait, qui est un aménagement qui a été installé dans le lit majeur du cours d'eau et qui a évidemment rétréci en fait, le lit. Donc dans les conséquences, on voit que le lit s'incisant et le lit devenant de plus en plus étroit, en fait, on a une augmentation des vitesses d'écoulement dans un chenal qui est très restreint. Donc le transit des crues se fait de manière très rapide, tout comme le transit des matériaux qui sont trimballés de l'amont vers l'aval et qui ne peuvent plus se déposer et transitent tout de suite. Autre conséquence, le lit s'enfonçant, on a des glissements de versants qui sont observés. Alors c'est des glissements lents et la difficulté c'est que ces glissements vont se propager bien au-delà en fait, de la berge riveraine du cours d'eau. Donc ça déstabilise tout un tas d'infrastructures, des terres agricoles, des réseaux, la route nationale 85, etc. Là, quelques exemples aussi de déstabilisation, donc des berges qui sont incisées et érodées, des anciens épis de protection en enrochement qui sont complètement déstabilisés et qui s'effondrent. D'autres conséquences là davantage environnementales, donc on a avec la disparition du matelas alluvial, en fait, on a également la disparition de la nappe d'accompagnement du cours d'eau, avec des affluents qui se retrouvent aussi déconnectés, donc il n'y a plus de possibilité de circulation entre le cours principal du Drac et ses affluents. La disparition des frayères et l'assèchement des adous, ce qu'on appelle ici des petits bras annexes au Drac qui sont très riches aussi d'un point de vue environnemental. Donc la ripisylve du Drac, petit à petit, elle se déconnecte de sa nappe alluviale, donc elle meurt par dessèchement sur pied. Donc là, on a aussi des illustrations de grandes surfaces de ripisylve en fait, qui dessèchent. Et donc,
une situation qui nécessite une réponse d'urgence avec des travaux qui ont été engagés en 2013. Donc je vais vous présenter rapidement ces travaux qui sont assez simples hein, d'un point de vue technique. Il s'agit de réélargir le lit du cours d'eau qui s'est considérablement rétréci pour revenir à la situation des années 1960. Et il s'agit également de remonter altimétriquement le fond du lit pour que le cours d'eau ne coule plus sur les argiles mais sur un matelas d'alluvion. Donc vous avez sur cette figure en fait toutes les zones qui ont été déblayées et toutes les zones donc en vert et les zones qui ont été remblayées. Donc les principes de la restauration, eh ben, c'est des conséquences environnementales d'abord, hein, parce qu'on a un défrichement de 26 hectares pour aller en fait récupérer des matériaux qui sont les anciennes terrasses du Drac. Donc un déboisement, on va récupérer les matériaux qui sont sous la végétation, les transporter pour combler le canyon que s'est formé le Drac. Donc le but c'est vraiment de réélargir et de rehausser le lit du cours d'eau par des opérations de déblai et remblai. Donc là, une illustration également des travaux. Donc c'est vraiment un chantier titanesque hein, qui s'est fait sur 4 km quasiment, donc énormément d'entreprises. Donc là, on voit les travaux qui se font ça marche plus, par demi-lit. Donc vous isolez une partie de lit et donc vous pouvez faire les travaux de déblai-remblai. Et puis une fois que vous avez atteint la bonne cote altimétrique sur ce secteur, vous basculez le lit en eau du Drac de ce côté-là et puis vous pouvez travailler l'autre partie du lit. Donc il a fallu recréer des berges une fois qu'on a restauré la largeur. Donc il y a, je ne sais plus, mais je crois près de 6 km linéaires de corridors biologiques et de ripicils, enfin de berges, hein, qui ont été recréés par des techniques du génie végétal, donc des pieux d'acacia, des fascines de saule, et puis une géogrille pour protéger le talus de la nouvelle berge créée. Donc quelques chiffres de ces travaux. Donc fin des travaux printemps-été 2014, on a dû travailler très rapidement pendant toute la période hivernale, ce qui correspond à la période de plus basse eau sur le Drac. Des acquisitions foncières à hauteur de 60 hectares hein, qui ont été réalisées par la collectivité, 3,7 km de cours d'eau restaurés, 27 hectares de déboisement, une recharge sédimentaire, donc c'est pas 450 000 m3, mais c'est plutôt 350 000 m3, mais ça fait quand même 700 000 tonnes hein, de matériaux de recharge sédimentaire, ce qui en fait la plus grosse opération de recharge sédimentaire en France, voire d'Europe à l'époque. On a pu, grâce à cela, rehausser en moyenne le fond du lit de 3 mètres, et élargir le lit en moyenne sur ces 4 km de 85 mètres. Donc il y a un seuil à l'aval qui a été créé, que vous avez dû franchir là, en traversant le Drac pour tenir tous les niveaux. Hein, et ce seuil a été équipé d'une passe à canoë et d'une passe à poisson. Voilà, des corridors biologiques de recréer, des protections de berges en enrochement sur les secteurs les plus sensibles. Et voilà, et après c'est des considérations très techniques. Quelques chiffres aussi, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu évidemment avoir toutes les autorisations administratives pour réaliser cette opération. L'ensemble des acteurs ont vraiment appuyé la réalisation de cette opération. Tout le monde a compris en fait que la situation devenait très problématique et qu'elle s'empirait en fait. Finalement, dans un canyon, chaque jour qui passe, c'est le lit qui s'enfonce. Et donc, chaque jour qui passe, c'est des mètres cubes en plus qu'il faut prévoir en remblai pour retrouver un niveau d'équilibre du cours d'eau. Donc il ne fallait pas traîner et tout le monde a bien joué le jeu. Ceci dit, on a eu toutes les autorisations nécessaires, qui étaient nombreuses. Des marchés publics, voilà, 17 entreprises et bureaux d'études mandatés. Donc le coût des travaux, globalement, hors études AVP, on est à peu près sur 5 millions d'euros hors taxes, le coût des travaux. Donc c'est des travaux qui sont titanesques à l'échelle de la communauté de communes du Champsaur-Val-Gaudemar. Je vous rappelle, on a 12 000 habitants sur ce territoire. Donc ça a été vraiment un projet structurant pour la Cléda, bien évidemment, mais pour la collectivité, toute la collectivité du Champsaur-Val-Gaudemar. Voilà, quelques photos pour vous imaginer un peu tout ça. Donc avant travaux, on voit bien toute cette chenalisation. Pendant les travaux, on voit l'opération de déblai-remblai. À la sortie des travaux, donc vous voyez, c'est vraiment un élargissement conséquent, hein, une rehausse altimétrique aussi conséquente. Et puis là, voilà comment ça évolue petit à petit. Donc on voit que la trajectoire du cours d'eau voilà, se remet à faire des tresses. Donc on n'a pas de certitude sur le long terme pour l'instant quant à la trajectoire du cours d'eau. Pour l'instant, ça se comporte plutôt tel que c'était attendu, quoi.
d'autres images en fait, vue globale en fait, qui vous montrent cette opération de restauration de Drac. Voilà, donc là aussi c'est des superbes photos où on voit que le Drac a retrouvé un état fluvial en tresse. Hein. Donc c'est vraiment l'objectif à atteindre. Comme je disais, et pour ceux qui feront la visite de terrain demain, on verra qu'on a quand même un énorme suivi avec tout un tas d'acteurs et notamment l'INRAE sur ce secteur-là pour voir, pour s'assurer enfin pas s'assurer, mais comprendre la trajectoire naturelle de ce cours d'eau. Et là, on a quand même encore beaucoup de questionnements. Donc je vais vous parler d'autres travaux de restauration, mais d'une plus petite ampleur que ce que vous a présenté Bertrand. Donc cette fois-ci, c'est sur la restauration de la bande active, donc un peu la même problématique que ce que vous présentez Bertrand, avec un rétrécissement de la bande active. Il faut savoir qu'avant les crues de l'an dernier, pendant 15 ans, on n'a pas eu de grosses crues sur le territoire, et que du coup, les cours d'eau se sont chenalisés par végétalisation des atterrissements. Donc là, on a un secteur du Drac sur Saint-Julien-Champsaur, donc où on voit bien la situation avec un lit assez étroit et chenalisé, et donc des intrados, donc un méandre et des intrados qui sont fortement végétalisés. Donc ici, on voit en jaune l'espace de mobilité du cours d'eau qui est, on le voit, beaucoup plus large en fait que la bande active actuelle. Donc c'était en 2020 cette situation. Et le problème qu'on avait sur ce secteur, c'est qu'on a des enjeux à chaque extrado. Donc dans chaque virage, on a des habitations donc qui sont plutôt mal situées pour le coup, ou des cultures avec des problèmes de glissement et d'érosion des berges assez importants. Donc des risques importants pour ces enjeux-là. Donc ce qui a été fait, c'est des restaurations de chenaux secondaires. Donc on a réouvert des chenaux qui existaient déjà. Seulement, ils ont été progressivement végétalisés et engravés. Et finalement, une fois que la végétation s'est installée et qu'elle a poussé pendant plus d'une décennie, elle est beaucoup plus difficile en fait à déloger et à remobiliser par des crues. Donc en fait, on a donné un coup de pouce à la rivière, on a assisté la rivière dans sa restauration. Vous voyez la situation à gauche en 2020. Donc on a restauré plusieurs bras sur ce secteur-là, plusieurs bras secondaires, mais j'ai pris uniquement l'exemple du bras central, donc un bras secondaire qu'on a restauré ici. Et on voit donc en 2023 un fort élargissement de la bande active, puisque le cours d'eau, finalement, après des crues, est venu se loger dans le bras que l'on avait restauré. On le voit encore mieux dans la diapo d'après. Vous voyez en pointillé rouge la situation des berges en 2020. Oui. Est-ce que... Oui, en fait, il faudrait que tu parles juste un peu plus près du micro, sinon les gens à distance ne t'entendent pas bien. Ok, pas de problème. Donc vous voyez en rouge donc les berges du Drac en 2020, donc la situation avec le chenal très resserré, et finalement l'orthophoto qui est derrière, c'est 2023, donc après les crues de l'automne qui ont été assez fortes, et on voit finalement que notre opération a pu avoir une incidence, parce que la bande active au droit du bras qui avait été restaurée ici se retrouve bien plus élargie que ce qu'elle était par le passé. Une situation identique, parce qu'en fait, en 2022, on a fait cette opération sur ce type d'opération sur 2 secteurs. On a une situation un peu similaire à celle de tout à l'heure, avec donc un fort rétrécissement de la bande active sur la Sèvresse à Saint-Firmin, à Saint-Jacques-en-Val-Gaudemar d'un côté, Saint-Firmin de l'autre. On a des enjeux en fait de part et d'autre, et là aussi dans les extrados. On voit une maison ici, et on a aussi une conduite forcée là, qui est donc pour faire de l'hydroélectricité qui passe en rive droite de la Sèvresse à ce niveau-là. Voilà, donc là aussi on voit que la bande active finalement est beaucoup plus, l'espace de mobilité du cours d'eau est beaucoup plus large que la bande active actuelle. Et donc là aussi on a souhaité donc restaurer un bras secondaire que l'on voit ici sur un fond lidar. En fait, il est bien dessiné, seulement il était aujourd'hui perché et complètement végétalisé. Donc là, même travail que finalement que sur le secteur de Saint-Julien sur le Drac. On a restauré un chenal secondaire, donc par défrichement et par remobilisation des matériaux. Et on a réalisé aussi quelques défrichements des iscles boisés pour là aussi que les matériaux puissent être remis en mouvement.
Et donc on voit la situation avant et après l'opération. Donc ici le cours d'eau chenalisé en 2020 et après les crues, après travaux et après les crues de 2023, on voit un élargissement très important de la bande active avec un retour à un chenal un peu tressé. Donc voilà, là aussi cette histoire de berge là, avant travaux et avant crues et la situation avec l'orthophoto après les crues. Voilà, donc une autre solution fondée sur la nature, sur le drac restauré. Oui, donc vous avez compris que ces solutions-là, en fait, nous, on peut les considérer quand même sur des solutions fondées sur la nature. Elles rendent de nombreux services, et notamment pour prévenir les crues torrentielles, parce que plus vous disposez d'un lit de cours d'eau suffisamment large, plus vous êtes en capacité de faire couler ou écouler des crues conséquentes. Plus le lit est large, plus les contraintes hydrauliques diminuent en crue, et donc ça présente quand même de nombreux intérêts pour prévenir les inondations. Donc, autre technique, c'est l'utilisation des embâcles. Sur les cours d'eau qu'on a sur le bassin versant, quand il y a des crues, il y a des répicifs qui sont arrachés systématiquement, et on se retrouve parfois avec des quantités de bois mort dans le lit des cours d'eau considérables. Des embâcles, donc ça présente des risques, notamment quand il y a des dépôts en amont des infrastructures ou des enjeux. Donc on est amené effectivement à désembâcler sur certains secteurs le lit des cours d'eau, pas partout, mais au moins lorsqu'il y a des enjeux, on désembâcle les cours d'eau et on va se servir de ces bois morts, en fait, entre guillemets, en faire des fagots et les amarrer en berge avec des pieux, notamment d'acacia, qui sont fichés en berge. Donc ça, on pourra avoir des illustrations aussi très concrètes lors de la visite de demain. On a pu mener ces opérations récemment, là, lors des intempéries de l'automne 2023, notamment. Donc voilà quelques illustrations d'ancrage de fagots d'embâcle qui sont collectés dans le lit du cours d'eau pour tenter de conforter des berges. Donc c'est des techniques qui sont quand même très intéressantes parce que d'un point de vue environnemental, il y a quand même des micro-habitats qui se recréent sur les berges ainsi qu'en pied de berge, avec des habitats aquatiques aussi qui sont favorables. Et puis d'un point de vue économique, c'est quand même des opérations qui sont largement plus à la portée en fait, d'un territoire comme le nôtre. On ne pourrait pas, en fait, partout où il y a des érosions de berges, protéger ces berges avec des enrochements, des techniques plus classiques. Donc on essaye de trouver ces alternatives qui donnent quand même de nombreuses satisfactions en termes de robustesse et de tenue aux crues. Alors évidemment, on n'a pas la prétention de pouvoir résister à des crues majeures avec ces techniques-là, mais quand même, plus le temps passe, plus la végétalisation se fait aussi en berge, et plus la tenue de l'ouvrage est intéressante face aux crues. Alors donc il reste une solution, des opérations qu'on voulait présenter. Je vais faire très court sur cette partie-là. Donc c'est la restauration des pentes d'équilibre des cours d'eau. Donc il faut savoir que régulièrement on fait passer des avions qui réalisent des levées lidar. Donc c'est des levées topographiques de nos cours d'eau. Donc on suit en fait l'évolution morphologique des cours d'eau de façon très régulière sur le bassin versant. Et en fait, on se sert de ce suivi que l'on a appelé un observatoire hydromorphologique pour identifier les opérations qu'on a réalisées en matière de gestion sédimentaire. Donc là, vous avez un exemple de ce que l'on obtient avec la topographie des cours d'eau. Vous voyez le suivi des évolutions morphologiques avec un nuancier de couleurs sur la carte, avec du rouge qui correspond plutôt à de l'incision ou de l'érosion, donc là, une baisse de l'altimétrie, et du bleu qui correspond plutôt à de l'exhaussement. Donc vous voyez qu'il y a un peu toutes les couleurs sur ce tronçon de drac. On voit des érosions, on voit des glissements de terrain, on voit des exhaussements et on voit des incisions. Et donc on réalise aussi, grâce à ces levées topo, des profils en long que l'on compare en fait d'année en année. Alors je ne vais pas m'étaler sur la méthodologie. Et on réalise aussi des profils en travers. Donc les profils en long, il y a 120 km sur le territoire que l'on trace régulièrement. Et donc les profils en travers, on en a une centaine aussi
voilà, avec un suivi, vous voyez, toutes les courbes correspondent à une année, donc un suivi diachronique. Ensuite, il faut savoir qu'on a un plan de gestion de sédimentaire, un plan de gestion et d'entretien, qui nous permet en fait de définir à quel moment il faut qu'on intervienne. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on laisse au maximum respirer les cours d'eau. Le profil en long, c'est normal en fait qu'il change d'année en année, qu'il s'exhauste, qu'il s'incise, c'est son équilibre. Mais il arrive, quand il atteint une certaine hauteur, donc une certaine limite, qu'il faille intervenir à minima pour protéger les enjeux riverains. Donc en fait, on a défini ce qui s'appelle un profil objectif, le profil objectif maximal en particulier, qui, une fois qu'il est franchi sur plus de 200 mètres par soit le profil en particulier par le profil en long, il nécessite des interventions sur donc, les rivières torrentielles et sur les petits torrents. C'est une fois qu'il dépasse de 50 mètres consécutifs que l'on va étudier les interventions. Donc voilà juste quelques images de notre gestion sédimentaire. Donc, là, on a à gauche des travaux de restauration d'un profil en long. Donc, on prélève des matériaux. Alors, la plupart du temps, ces matériaux, donc, ils sont soit réutilisés sur place pour protéger contre les affouillements en berge, voilà, soit ils sont réutilisés pour recharger des zones déficitaires. Donc, il y a du transport de matériaux. Il y a aussi une petite partie des matériaux qui peut être revalorisée financièrement par la récupération par des carriers. Et donc là, vous avez un exemple sur le torrent de Méolion, sur un affluent du Drac Blanc. Vous avez la situation avant travaux où le cours d'eau est extrêmement gonflé par les matériaux. Il y a un exhaussement important qui, d'ailleurs, à certains endroits dépasse les digues. Et après travaux, vous avez, avec une baisse du niveau altimétrique du lit de 2 mètres, la situation restaurée. Vous avez ici un exemple qui est parlant aussi. Vous voyez à gauche qu'on ne voit plus. En fait, donc là, c'est les dernières diapos. Hein. C'est la confluence en fait, du même torrent. Vous voyez qu'à gauche, on ne voit plus du tout le Drac Blanc au fond, parce qu'il y a donc une marge qui s'est créée à cause de l'exhaussement. À droite, vous voyez qu'en ayant donc réalisé cette restauration du profil, on retrouve une connectivité avec le cours d'eau affluent. Et donc ces matériaux, pour finir, eh bien, on les met dans des zones incisées que l'on identifie là où il y a le plus de besoins. Donc vous voyez ici une opération de restauration sur le Drac à Saint-Julien. Et voilà, donc en matière de messages à retenir, voilà, on s'est prêté à l'exercice. Donc les solutions fondées sur... nous, on a montré des solutions qui sont fondées sur le fonctionnement naturel des cours d'eau, ou qui visent à rétablir l'équilibre naturel des cours d'eau. Ces solutions, elles sont complémentaires ou alternatives aux ouvrages de protection maçonnés ou en enrochement. Donc, vous avez vu les ouvrages à partir d'embâcles ou des solutions qui permettent de limiter en fait, les risques pour les enjeux riverains. Et c'est finalement ces opérations que l'on a réalisées, pour le moment, elles semblent porter leurs fruits. Donc il nous semble que le retour d'expérience est bon et qu'on va poursuivre en fait, ces solutions que l'on vous a présentées aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette très belle illustration de ce qui est fait sur ce territoire. Je pense que voilà, ça lance bien le champ des possibles en matière de solutions fondées sur la nature. Alors ici, en rivière, ce qui est peut-être un peu plus répandu, on va dire, dans les pratiques sur les territoires, mais avec des spécificités quand même. Là, déjà, on est sur un territoire très typé montagne, et du coup, c'est pas non plus le même type de SFN qui sont utilisés, on va dire, peut-être un peu plus classiquement sur certains grands cours d'eau de plaine. Donc, ça fait vraiment la transition avec ce qui est peut-être un peu plus le cœur de la journée, des solutions appliquées aux risques gravitaires qui sont aujourd'hui un petit peu moins connues que d'autres. Mais donc voilà, vraiment, merci pour ce partage. À dire aussi que cette présentation est la base de la visite de terrain qui sera faite demain pour ceux qui vont pouvoir nous rejoindre.
On n'aura pas de neige, a priori, on aura sûrement un peu d'eau, mais ça devrait fonctionner. Donc voilà, on va voir aussi demain une partie de ce que vous nous avez montré ici. Donc c'est ça qui est chouette de pouvoir faire le lien. Est-ce que vous avez quelques questions ? Oui, bonjour, Jean Caro de l'IRMA. Je salue la présentation. 450 000 m3, c'est pas rien. Je ne sais pas en nombre de camions combien ça fait, mais ma question, elle va sur la gestion du budget de la Cléda entre 2014 et aujourd'hui. Ça donne quoi comme évolution? Parce qu'il y a des efforts financiers qui semblent importants. Est-ce que vous avez un historique de la gestion de la Cléda au regard de ses travaux en fonctionnement et en investissement? Le budget de la Cléda, il est tout petit. C'est ça qui est formidable. Non, abstraction faite, cette opération un peu inédite, hein, vous avez compris, 5 millions d'euros, on ne porte pas des opérations à 5 millions d'euros tous les ans. Là, on a eu évidemment 80% d'aide par les partenaires et un autofinancement, un reste à charge qui a été apporté par la communauté de communes du Champsaur-Val-Gaudemar, hein, qui est membre du syndicat Cléda. Donc ceci dit, chaque année, on essaye de faire des opérations. On essaye de faire à peu près à hauteur de 100 000 euros d'opérations chaque année, à minima, avec, encore une fois, hein, des financements. On est toujours largement suivi par nos partenaires, grâce au SAGE, le schéma d'aménagement de gestion des eaux, grâce au contrat de rivière ou grâce au STEPRIM qu'on est en train de mettre en place. Et donc, on a des financements systématiquement à hauteur de 80%. Ce qui démultiplie en fait finalement notre capacité d'intervention sur le terrain, quoi. Alors quand il y a une grosse crue qui se pointe, on va à l'essentiel. Bon là, on a tous en tête les intempéries de l'automne 2023. Hein. Il y a eu 90 zones de dégâts rien que sur le Champsaur-Val-Gaudemar, des millions d'euros de dégâts. Chacun contribue. Nous, on va exercer selon notre champ de compétences, c'est la GEMAPI, c'est-à-dire qu'on va enlever des embâcles, on va refaire des digues, on va recentrer des lits de rivière, conforter des berges. Le département va refaire ses voiries départementales, ses ponts. Les communes vont réparer leur réseau d'eau potable ou d'assainissement, etc., etc. Donc ça donne que on fait ce qu'on peut. On ne peut pas tout faire. Là, on n'a pas fini d'éponger les dégâts, je peux vous l'assurer, mais pour la Cléda, là, on a déjà fait quand même 700 000 euros de travaux, juste sur les sites prioritaires en fait, liés aux crues. Donc là, c'est plus compliqué parce que là, on voit que finalement, notre trésorerie, qui est quand même vraiment faible, là, elle montre ses limites, très clairement, surtout que les financements de l'État promis sont toujours attendus un an après. On a toujours touché 0 € de l'État, malgré toutes les démarches qu'on a pu faire pour les classements catastrophes naturelles, les dossiers de solidarité événements climatiques. Tous les dossiers ont été faits, tous les dossiers sont instruits, mais il n'y a toujours pas un euro qui est arrivé dans les caisses de la Cléda. Donc là, on est suivi par le département qui est très réactif, mais pareil, à la hauteur de ses moyens, donc c'est 15-20%. Par la région sud aussi, à hauteur de 15-20%. Et voilà, et la communauté de communes, c'est pareil, avec la taxe GEMAPI qu'elle a instaurée sur le territoire et les 12 000 habitants, on ne peut pas faire de miracle. Moi, j'ai coutume de dire qu'en fait, on est un territoire où on a quand même une très forte concentration des risques, mais par contre, on a des très faibles moyens pour gérer tout ça. Parce que la taxe GEMAPI qui est calibrée sur la population d'un territoire, elle ne permet pas de faire rentrer des ressources financières suffisantes, quoi. Voilà. Merci. On a 2 questions en visio, plusieurs questions en visio. On va en prendre 2 et puis on fera une petite pause technique pour tout le monde. Les questions auxquelles on n'aura pas forcément pu répondre en visio, on essaiera d'apporter des réponses complémentaires par écrit aussi de façon décalée. On a deux questions d'Anaïs Fichot. Quand on parle de restaurer l'état naturel, quel est cet état de référence et comment est-il choisi? Donc la première, et je vous pose les deux d'affilée.
Les aménagements de correction torrentielle ont-ils été plutôt un obstacle ou un facilitateur de la restauration? Alors, sur la première question, en fait, on s'appuie sur les photos aériennes et on s'appuie sur des levées topographiques de 1913, en fait. C'est grosso modo les premiers levées topographiques qui existent sur nos territoires et qui font référence, on considère que c'est un état, entre guillemets, non perturbé du cours d'eau, donc on essaye de s'inspirer de ces niveaux-là et de s'y rapprocher, quoi. C'est pour la première question. Et pour... non, nous, enfin, en tout cas, nous, on n'a pas noté jusqu'ici de perturbations sur le fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau liés à des aménagements de correction torrentielle. Moi, j'ai pas ce retour-là. Après, ces aménagements, souvent, sont quand même faits sur des têtes de bassins versants, hein, des affluents, voilà, et nous, on n'a pas ressenti sur les cours principaux de ce territoire d'influence de ces aménagements, quoi. Voilà. S'il n'y a pas de réaction, il y avait d'autres questions. Alors, une toute dernière. Alors une autre question de Caroline Merle. Réalisez-vous des communications auprès du public pour présenter les travaux? Alors déjà, on a un site internet, hein, sur lequel on publie régulièrement des articles pour présenter soit ce qu'on va faire, soit ce qui a été réalisé. Voilà, en matière de communication. Après, nous, on a tout un système donc on est un syndicat de rivière, donc on travaille sous forme de comités syndicaux. Donc régulièrement, tout ce travail-là est présenté aux différents élus du territoire, qui relaient après l'information sur le terrain. Et puis il faut savoir aussi que chaque travaux donc, sont soumis à déclaration d'intérêt général, et que donc il y a une déclaration d'intérêt général, mais on demande aussi l'autorisation des riverains. Donc les propriétaires riverains, là où on fait les travaux, sont nécessairement au courant et autorisent en fait nos opérations, voilà, sur le terrain. Juste préciser qu'effectivement, on n'a pas de grosses opérations de communication citoyenne. On a conscience probablement que c'est une lacune. Après, c'est vrai qu'on est une petite équipe, à la Cléda on est 3, on a déjà beaucoup de compétences à assumer. Et puis sur un territoire rural tel que le nôtre, bon, je ne vais pas dire que tout le monde se connaît, mais c'est quand même assez facile de toucher les gens, de se parler et de communiquer, quoi. Voilà.